Bonsoir, nous sommes avec le réseau Ergonomie Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et Marine Kerjean qui vient partager son expérience au bénéfice des étudiants DU et Master. Marine, est-ce que tu veux bien te présenter sommairement, s'il te plaît? Bonjour à tous. Moi j'ai un parcours professionnel. Au départ, je suis infirmière avec une expérience assez variée à l'hôpital, en milieu scolaire et puis enfin en entreprise. Et c'est par rapport à ce parcours qu'au bout d'un moment, moi j'ai souhaité effectivement me former en ergonomie parce que j'en avais une notion très vague, un petit peu celle de tout le monde et très réductrice. Et donc, j'ai commencé par suivre le DU, effectivement, Paris 1. Et comme ça m'a vraiment beaucoup intéressée, j'ai poursuivi avec le master. Et voilà, et donc j'ai terminé l'année dernière. Voilà, et maintenant j'ai un poste d'ergonome en interne. Pour aider nos étudiants, est-ce que tu peux partager ton expérience et nous indiquer, concernant le contexte de l'entreprise, comment peut-on comprendre l'histoire d'une entreprise? Moi, c'est un contexte un petit peu particulier puisque je suis ergonome en interne et donc cette entreprise, je la connais depuis plusieurs années. Par contre, c'est vrai que c'est une entreprise assez vaste avec beaucoup de domaines divers, professionnels, beaucoup de métiers. Et donc, quand j'interviens ou quand j'ai une demande quelque part, moi, je commence déjà par aller regarder sur l'intranet. Il y a pas mal de renseignements sur déjà les personnes qui y travaillent, également sur ce qu'elles produisent, qu'est-ce qu'elles font dans ce service. Ensuite, comme j'exerce dans un service de santé au travail, j'ai également accès à l'histoire des professionnels, éventuellement les accidents de travail, leur ancienneté, ça me donne un petit peu un contexte historique. Et puis ensuite, également avec les entretiens, hein, effectivement, ça va permettre d'avoir d'autres détails, d'autres éléments. Et puis, je dirais que parfois, ce sont des choses aussi assez techniques, assez spécifiques. Et donc, je vais un petit peu creuser parce que s'il y a des mots que je ne connais pas, je vais aller chercher leur signification. Concernant cette demande qui t'est faite, est-ce que tu trouves qu'il y a du positif dans l'étude de la demande et qu'y a-t-il de positif pour toi dans cette étude de la demande? Alors, l'étude de la demande déjà en entreprise, parfois, ça peut être juste une demande orale et c'est important en fait de formaliser les choses, de demander justement d'avoir une demande écrite. Parfois, je ne l'ai pas et donc je prends toujours la peine, moi, d'écrire cette demande et d'aller la contextualiser en y notant tous les éléments, aller rechercher à quel moment ça intervient, pas hésiter à affiner le contexte, aussi aller rechercher, par exemple, est-ce que ça arrive dans un moment de conflit, est-ce que c'est d'un métier qui est en cours d'évolution. Par exemple, voilà, je pense à un métier de documentaliste où maintenant les documents sont de plus en plus numérisés, donc on a une évolution du métier. Est-ce qu'il y a un contexte historique? Est-ce qu'il y a des enjeux économiques? Donc finalement, il y a plein de dimensions. Alors évidemment, ça va dépendre des demandes, mais ça peut être aussi au sein d'un projet immobilier. Donc on se rend compte qu'il peut y avoir mais vraiment des tas de choses à explorer et il faut en avoir confiance pour bien comprendre toutes les dimensions en fait. Et puis donc avec tout ça, moi je vais écrire, formaliser et faire une proposition d'intervention que je vais adresser aux demandeurs afin qu'ils se positionnent
et il me réponde par écrit son accord avec cette proposition de demande et la compréhension que j'ai pu en faire. Et je dirais aussi que la demande, c'est vraiment le moment pour faire connaissance parce que, encore une fois, on sait tous que l'ergonomie, tout le monde en a une vision quand même très parcellaire et c'est vraiment important d'aller reprendre et d'aller expliquer en quoi consiste notre métier et qu'est-ce qu'on va regarder. Tu parlais de faire connaissance aussi, donc c'est un préalable qui te permet d'asseoir ton intervention. Mais dis-nous, dans le contexte de ton intervention, comment tu aurais pu faire différemment? Alors, même avec du recul, je dirais que franchement, je ne sais pas, parce que pour moi, une intervention, c'est une progression. Donc finalement, on ne sait pas, on a une idée des choses, mais on va découvrir au fur et à mesure en allant observer avec les entretiens. Et en plus, on s'aperçoit que les choses, parfois l'intervention, elle est quand même sur un temps assez long, surtout en interne, et les choses, elles évoluent. Donc, je dirais qu'on ne peut pas présager de ce qui va se passer et que c'est important effectivement d'aller se re-questionner, mais en tout cas, c'est bien l'idée d'une progression et de dire j'aurais fait ça différemment, non, parce que quand on démarre, on a certains éléments, on les a pas tous et on va les découvrir au fur et à mesure et ça, c'est ça qui permet d'avancer. Je dirais aussi que finalement, ça me paraît important, en tout cas au début, de rencontrer l'équipe pour justement présenter et pouvoir avoir leur adhésion et présenter un petit peu voilà ce qu'on propose, quel est le projet et quelle méthodologie on va employer avec le code de déontologie et ça a un côté rassurant. Et finalement, même s'ils sont un petit peu sur la réserve, généralement, avec un accord, on arrive à déjà entamer une petite mise en confiance qui va être importante pour la suite. Et puis, c'est aussi le moment de réfléchir, même si encore une fois ça évoluera, jusqu'où on a besoin d'aller. Qu'est-ce qu'on va aller regarder et puis, ce qui est évident, c'est qu'on ne va pas tout voir et tout comprendre du premier coup. Il va falloir revenir. Par exemple, je pense pour accéder au truc métier, il faut déjà connaître la situation pour arriver à creuser, pour rentrer plus dans le détail. Peut-être aussi en faisant des réunions de groupe entre les différentes personnes parce que ça va enrichir le débat et la réflexion de l'un va pouvoir faire que l'autre va se questionner et de cette façon, finalement, en animant, en faisant rebondir, en ayant préparé toutes ces questions par rapport à ce qu'on a vu, on va arriver effectivement à faire ressortir des choses dont eux n'avaient pas forcément conscience, mais qui vont venir donner de la valeur à ce qu'ils font et enrichir l'image de leur métier. Et puis aussi par rapport à ce qu'ils font pas, etc. Enfin bon, voilà. Et puis, par exemple, également, quand on est dans un contexte avec une relation de service, moi, je me suis aperçue au bout d'un moment, finalement, qu'est-ce que c'est pour eux le service qu'ils rendent? Et on s'aperçoit que parfois, il y a un décalage avec ce qui est attendu. Donc, pareil, ça permet effectivement de comprendre des choses et de découvrir. Et ça, voilà, on ne peut pas le savoir a priori. Et c'est bien l'évolution de la progression de l'intervention qui va permettre d'accéder à tous ces éléments. Et je voulais savoir, pour enrichir le débat dont tu parlais, est-ce que tu peux nous indiquer des éléments autour de la description de l'activité et plus précisément, en tant qu'étudiante, comment tu as pu réussir ta description de l'activité? Je crois que la première chose finalement, c'est d'écrire. Voilà, et d'écrire des apostrophes et d'écrire en un seul mot, voilà, d'écrire ce qu'on a vu. Et finalement, quand on écrit déjà, on se rend compte si on comprend les choses. Parfois, on a l'impression d'avoir compris, d'avoir les éléments. Et le simple fait de le coucher sur du papier, ça permet de se dire non, finalement, j'ai pas bien compris ça.
où là, il me manque des informations, il me manque un élément, il faut que je retourne questionner. Je me suis rendu compte aussi que quand on a du mal à comprendre les choses, c'est, en tout cas, moi, ça m'a aidé de passer par des schémas, de faire des bulles, des flèches. Voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en relation, dans quel ordre ça va. Et passer par des schémas, finalement, c'est pareil. Ça aide à comprendre. Et puis aussi, quand on va produire un schéma, c'est souvent plus parlant, ou en tout cas plus parlant que un grand texte, et ça permet de mettre en évidence des choses. Ça va être aussi un point de départ, parce que la description, c'est ce qu'on a vu, donc c'est du réel, et ça va permettre d'être crédible pour la suite. Voilà ce que j'ai vu, et à partir de là, voilà ce que je peux dire. Si on avance des concepts ou des arguments sans s'appuyer sur ce qui s'est passé, bah, ça va pas avoir beaucoup de poids. Et je dirais que bien souvent, les responsables sont très surpris de ce qu'on a pu voir. Et souvent, ils sont étonnés, et on a des réactions comme non, mais c'est vrai, vous avez eu ça réellement. Et oui, 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 voilà ce qui s'est passé. Donc, c'est vraiment un point de départ, un point d'ancrage pour pouvoir par la suite, effectivement, analyser les choses et aller plus loin. Quelle va être la plus-value de l'analyse du travail que tu as portée dans ton intervention et aussi dans celle que tu as faite plus tard? Alors, l'analyse, effectivement, donc comme tu l'as dit, c'est la compréhension de ce qu'on a vu, donc de caractériser, regrouper les éléments, leur donner du sens, en les reliant aux personnes qui effectuent le travail avec qu'est-ce que ça va leur faire, autant positif qu'en négatif. Ça va permettre de mettre en valeur leur travail, leur ruse, leur expérience, l'anticipation, tout ce qu'ils mettent en œuvre pour réaliser ce travail et qui finalement ne se voit pas. Donc l'analyse, ça va permettre de mettre en valeur tout ça pour donner une compréhension au réel. Et parfois, ça va être, on va observer pendant plusieurs heures, une journée, 2 journées, et un jour, voilà, on est là et il y a un élément, un aléa qui arrive, qui va donner une compréhension que peut-être on n'avait pas. Et c'est être là au moment où les choses se passent, et donc de comprendre effectivement les tenants, les aboutissants. Et voilà, parfois ça tient, je dirais, entre guillemets, un petit peu voilà, la chance d'être là quand cet événement arrive, et qui va donner une autre dimension à l'analyse, ou un autre point. C'est aussi, avec cette analyse, arriver à mettre en évidence et à relier les déterminants de la situation de travail avec est-ce que les moyens, voilà les moyens qu'ils ont, voilà ce que ça leur fait, ou est-ce qu'ils sont en difficulté par rapport à ce qu'ils vont réaliser, ou au contraire par rapport à l'espace. Est-ce que l'espace finalement va les isoler, va les mettre en difficulté, et donc qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence pour eux. Voilà, c'est tout ce questionnement et tous ces liens qu'on va pouvoir faire par rapport à la réalisation de leur travail et aux répercussions sur les opérateurs, sur les salariés, au sein de l'analyse. Et puis, je dirais que dans cette analyse, ça va être important aussi de réfléchir aux mots qu'on va employer. Les mots sont quand même super importants, parce que on se rend compte, en tout cas quand on restitue, que le travail, c'est quelque chose de très sensible, et qu'on a beau prévenir, dire qu'il n'y a aucun jugement, on se base sur des faits, sur ce qu'on a vu. Malgré tout, très souvent, les personnes se sentent, peut-être le mot est un petit peu fort si je dis attaquées, mais mises en cause, ça les remue. Et donc, je crois que c'est vraiment important de bien se relire et de se poser la question, est-ce que c'est le bon mot? Est-ce que c'est le mot juste? Et est-ce que quand je dis ça, je ne vais pas mettre les personnes en difficulté? Donc ça, c'est vraiment la question quand on reprend le sommaire de tous les titres, et de vraiment ne pas hésiter à ouvrir son dictionnaire et d'aller chercher le sens d'un mot
pour déjà pour avoir la bonne compréhension. En tout cas, moi, j'essaye de prendre le temps de bien me questionner sur les mots que j'ai pu employer et sur ce que je vais pouvoir mettre. Merci Marine pour ce rappel fait aux étudiants sur le sens des mots MOTS et le sens des mots MAUX, parce que ça nous permet de faire le lien direct pour le coup sur les pistes d'action. À savoir, en quoi ce que tu proposes peut améliorer le système, le bien-être, qu'il soit physique ou mental des salariés. Je dirais que les pistes d'action, elles vont découler des difficultés qu'on a pu observer. Par exemple, on a des opérateurs, je dis opérateurs, voilà, qui des salariés qui sont face à un travail où il y a une grande variabilité et donc ils vont faire des efforts d'adaptation importants. Et donc, et ben voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire mettre en place pour diminuer cette variabilité, anticiper les choses, réguler les choses, comment on va travailler avec eux, avec les responsables pour pouvoir agir là-dessus. Un autre exemple, les personnes sont isolées et donc elles vont manquer de ressources justement lorsqu'elles vont se poser des questions, rencontrer des difficultés et comment on fait pour limiter cet isolement et créer du lien ou en tout cas favoriser du lien, que ce soit avec les collègues, que ce soit avec la hiérarchie ou même dans une mission de service avec des bénéficiaires. Quand vous travaillez pour quelqu'un entre guillemets, mais que vous ne rencontrez pas cette personne, comment vous allez faire pour vous accorder? Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Donc, ça, c'est important. Un autre exemple aussi, les tâches dépendent les unes des autres, mais finalement, vous n'avez pas de visibilité sur ce que font les collègues dans la coordination de ce que vous avez à produire. Donc, comment vous allez pouvoir favoriser cette visibilité ou en tout cas les moments de rencontre, les liens. Donc, on voit voilà, que finalement, c'est plusieurs exemples de difficultés observées et donc à partir de ces difficultés vont découler les pistes d'action. Bon, bien évidemment, après, elles vont être travaillées, co-construites avec les personnes. Donc, nous allons finir cet échange avec le retour d'expérience que tu peux avoir, Marine. Et que souhaites-tu justement nous confier en retour d'expérience en ergonomie? Alors, la première chose, je dirais que c'est passionnant, mais c'est pas toujours facile. Voilà, ça demande effectivement d'avancer. Et nous, ce qui peut nous paraître évident, finalement, non, c'est pas évident pour les personnes qui travaillent. Et ça demande effectivement de cheminer. Par exemple, on peut très vite comprendre, se dire, tiens, ils ont une mission de service. Alors effectivement, ils ont une prestation, mais il n'y a pas de relation. Alors là, on se dit, mais mince, ok, mais finalement, qu'est-ce que ça a comme conséquence pour eux? Est-ce que finalement, c'est important, pas important? Qu'est-ce que ça change? Et d'arriver à bien identifier et à montrer les liens entre tout ça, parce que finalement, l'objectif de l'intervention, c'est d'arriver à embarquer les gens et effectivement d'arriver à les convaincre que ça vaut le coup d'y aller, ça vaut le coup de travailler ensemble pour améliorer les choses. Et en tout cas, ça permet de se poser des questions et d'évoluer dans sa façon de penser. On est toujours dans cette idée de progression. Et puis aussi, une autre question que je me suis posée, par exemple, pendant un stage, c'était, les opérateurs, j'en ai observé différentes personnes, et ils font tous différemment, mais chacun fait toujours de la même façon. Et pourquoi? Au début, je me disais mince. Et finalement, pour arriver à comprendre, moi, je me suis dit, tiens, ça me faisait penser stratégie de routine. Donc,
eh ben, c'est important d'aller se documenter, d'aller lire. Et en allant lire, on va mettre des mots sur ce qu'on perçoit. Ça va donner une compréhension et ça va permettre d'argumenter pour finalement transmettre cette compréhension aux personnes qu'on a pu voir. Et ça, c'est, enfin, finalement, lire, aller se documenter, moi, c'est ce que je dirais. Parce que, bon, quand on démarre en DU, on a vraiment beaucoup de choses à intégrer. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Et donc, pareil, ça se met en place au fur et à mesure dans la tête. Et finalement, ce que je dirais du master, c'est un approfondissement avec toutes les clés qu'on a déjà pu avoir, qui vont ouvrir des portes. Et voilà, il faut aller creuser, ne pas hésiter à aller voir et voilà, aller lire, aller se documenter parce que ça permet de comprendre beaucoup plus de choses. Même si quelque part on pourrait voilà, se limiter, mais je trouve que c'est vraiment important d'aller plus loin voilà, pour donner une autre dimension, une autre compréhension. Et puis aussi, ben, voilà, toujours, enfin, vous allez me dire que je radote, toujours la progression, mais ben, au cours d'une intervention, les choses peuvent changer. Donc, parfois, quand on est perdu, par exemple, ben, moi, j'arrivais pas à faire mon diagnostic. Donc, retourner questionner le demandeur. Voilà, c'était ça la demande. Voilà ce que j'ai compris, mais vous en êtes où? Peut-être qu'il y avait des non-dits qu'on n'a pas perçus dès le départ. Donc, voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière en fait? De quoi vous avez besoin? En quoi je peux vous être utile? Et comment on avance ensemble. Et je crois que en fait l'expérience elle est là, voilà, d'avoir conscience de cette découverte finalement qui va se faire au fur et à mesure. Et c'est normal d'être perdu et c'est normal de se poser des questions et pas hésiter à revenir vers les demandeurs. Voilà. Et puis aussi, oui, ce que je peux rajouter peut-être entre DU et master, c'est que voilà, en master, on va effectivement travailler sur l'accompagnement pour aider aux pistes, travailler sur les pistes de transformation. Hein. Et on se rend compte que parfois, une fois qu'on a un livrable, on va donner effectivement la description, l'analyse, avec quelques pistes sommaires de réponse. Ben, les personnes ont l'impression qu'avec ça, elles vont pouvoir se débrouiller. Et ben non, parce que parler du travail, ça s'improvise pas. Et qu'est-ce qu'on questionne? Comment on va effectivement animer ces groupes? De quoi on va parler? Et voilà, je prendrai un exemple d'une situation d'accueil où j'étais intervenue. Et voilà, c'était en DU, donc il y avait le livrable. Et puis, 2 ans plus tard, ils ont décidé effectivement de faire des travaux. Mais, alors, bon, pourquoi ils ne sont pas revenus vers moi? Parce que peut-être quand moi je suis intervenue, il n'y avait pas de demande dans ce sens. Mais en tout cas, ils sont revenus une fois que les travaux étaient terminés, qu'il y avait quelques mois où l'activité avait repris. Et finalement, ils se sont retrouvés avec des TMS, des arrêts de travail. Et la réaction, ça a été oui, mais on a demandé aux salariés, ben, c'est bien la dernière fois parce que c'était n'importe quoi. Voilà. Donc l'importance du rôle de l'ergonome pour faire le lien, pour aller creuser qu'est-ce qu'il y a derrière un souhait d'un salarié. Qu'est-ce qui fait qu'il va demander ça? Qu'est-ce qui fait dans son activité qu'il va avoir ce besoin-là? Merci, c'était très riche. Merci beaucoup, Marine.